des avantages majeurs à la fois pour l'utilisateur d'une voiture, c'est-à-dire a priori chacun d'entre nous, et des avantages aussi pour toute la collectivité, puisque l'emploi de ces produits diminuera très sensiblement la pollution atmosphérique de nos villes. Alors présenté de cette manière aussi abrupte, on pense immédiatement, vient à l'esprit le terme de produit miracle, accompagné tout aussitôt d'un scepticisme qui est bien compréhensible, bien naturel, et c'est précisément pourquoi l'équipe de Technologie A9 qui vous présente aujourd'hui ces produits tient avant tout à vous présenter des faits, en particulier les résultats complets des très nombreux tests effectués sur ces produits par des laboratoires officiels et tout à fait incontestés. Et c'est pourquoi aussi l'équipe de Technologie A9 tient aujourd'hui à répondre très précisément à toutes vos questions à propos de ces produits et de leurs effets. Alors, avant toute chose, je pense qu'il est nécessaire que vous sachiez de quoi il s'agit exactement. Il faut voir ces produits, les voir à l'œuvre. Et c'est l'objet d'un film que Technologie A9 a présenté, a préparé pour vous. Et je pense qu'il faut commencer par vous le montrer tout de suite. À cette tribune, Jean Delcet, merci. Merci. Qui est le directeur général du LEN, le laboratoire énergie nuisance à l'INRETS, l'Institut national de recherche sur les transports et la sécurité. C'est lui qui intervenait dans la vidéo que vous venez de voir à l'instant et vous pourrez lui poser des questions complémentaires. Est également présent ici Olivier Hers, qui représente le directoire de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, la nouvelle agence de l'énergie. Il représente ici le président de cette agence, Michel Mouzel. J'ajoute que Olivier Hers est l'ancien directeur général de l'AQA, Agence pour la qualité de l'air, qui a joué un rôle déterminant dans le développement des produits de Technologie A9. Sont également présents dans la salle Antoine Kella, qui représente ici la FNOR, qui est directeur des écoproduits à la commission NF Environnement de la FNOR, et également présent Michel Genesco, qui est l'expert rapporteur pour les lubrifiants à la commission NF Environnement. Voilà, je vous ai présenté tout le monde, et avant de les livrer tous à vos questions, j'ai quelques précisions à demander à certains d'entre eux, en commençant par Guillaume Biraud, dont je voudrais qu'il nous explique brièvement comment sa société, Technologie A9, qui a priori n'était pas spécialiste des problèmes de lubrifiants, du marché de l'automobile et des problèmes de lubrifiants, comment sa société a mis le doigt sur, et plutôt a mis en œuvre ces produits. C'est assez spectaculaire. Pouviez-vous... Dans laquelle Guy Biraud s'est orienté, c'est immédiatement sur les résines douces, puisque ces résines ont des propriétés exclusives au niveau des performances annoncées. Les grands groupes ont tenté d'ailleurs de les utiliser. C'est pas une nouveauté. Alors, justement, c'est un peu la même question posée d'une autre manière. Je pense que la question, tout le monde se la pose. Comment se fait-il que cette innovation, qui est tout de même majeure, ne soit pas sortie des laboratoires de recherche d'un grand groupe pétrolier, qui ont des budgets de recherche énormes, mais plutôt d'une PME dont ce n'était pas la spécialité? Voilà la question. C'est vrai, mais ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ça existe aussi dans d'autres domaines. En ce qui nous concerne, si nous sommes parvenus à résoudre ce problème, c'est pour la raison suivante. C'est que si effectivement les grands groupes et pétroliers en particulier possèdent des services de recherche tout à fait importants et des chercheurs compétents, ce sont surtout des chimistes spécialisés. D'ailleurs, de nombreux produits existent aux États-Unis, en Europe, qu'on appelle des additifs, et qui comportent des résines comme moyen de performance. Néanmoins, c'est ici que se situe la difficulté. Tous les produits actuellement sur le marché mondial qui comportent des résines synthétiques sont hydrolysés avec des solvants. Parce qu'à l'origine, les résines sont évidemment des produits solides. Il fallait donc les résoudre en poudre et ensuite les hydrolyser pour qu'elles soient miscibles dans les huiles. Vous connaissez tous l'inconvénient des solvants comme système d'hydrolysation. Le solvant est agressif pour les mécaniques et également perturbe les qualités lubrifiantes des huiles modernes. C'est sur ce point-là que Guy Biraud a orienté l'ensemble de ses recherches et il a créé pour ce faire, pour éviter l'emploi des solvants, un système
qu'on peut appeler chimico-mécanique, puisqu'intervient dans son application non seulement un produit chimique, mais également un produit mécanique. C'est d'ailleurs sur ce point que porte le brevet. Que je voudrais, pour préciser quelques points historiques, c'est demander à M. Hertz quel rôle a joué l'Agence pour la qualité de l'air, l'AQUA, qu'il dirigeait alors, qui est intervenue très tôt pour aider, pour encourager le développement de ces produits. J'aimerais que vous nous expliquiez d'abord quel intérêt vous avez trouvé dès l'abord à ces produits et pourquoi vous avez décidé de vous associer à Technologie A9. Bien, alors, je vais peut-être rappeler tout d'abord la façon dont nous procédons avec ce genre d'invention. Parce que, comme on l'imagine, le nombre d'inventeurs de produits miracles, que ce soit des additifs ou des produits qu'on met, ou des dispositifs qu'on met dans le moteur, c'est un nombre important. Et les pouvoirs publics n'ont pas les moyens d'aider l'ensemble de ces produits miracles. Donc la première chose que nous faisons lorsque nous rencontrons un tel produit, c'est de passer une aide qu'on pourrait qualifier de conditionnelle. C'est-à-dire on dit à l'inventeur, on vous aide à faire un premier essai des performances du produit. Si l'essai est positif, on vous paye l'essai et on engage une procédure plus complexe de détermination des performances. Si l'essai est négatif, c'est à votre charge. Jusqu'à présent, aucun essai n'avait été positif. Il y en a eu de nombreux ? Je n'ai pas le nombre exact en tête. Il y en a eu un certain nombre. Quand Technologie A9 est venue nous voir, en fait, le premier essai était déjà réalisé. Et il y avait même tout un ensemble de témoignages. Il y avait le fameux essai qu'on a vu dans le film qui avait été fait en liaison avec nos collègues de l'ex-AFME. Et puis les témoignages que nous avons vus dans le film. Donc nous sommes à ce moment-là tout de suite passés à la deuxième étape qui consiste à prendre en charge des essais de façon un peu plus lourde, parce qu'un tel produit ne peut se juger sur la base d'un seul essai. En effet, il faut tester le produit dans des conditions qui sont représentatives de la circulation automobile, ce qui implique d'utiliser un certain nombre de cycles représentatifs des conditions urbaines ou des conditions interurbaines de circulation. Enfin, M. Delcel expliquera. Et également, il faut procéder à des essais statistiques, c'est-à-dire avec un nombre de véhicules minimum qui permettent de se faire une idée pour avoir des résultats solides. Donc le conseil d'administration de l'Agence pour la qualité de l'air avait décidé en janvier 1991 d'accorder une aide de 50% à Technologie A9 pour mener ces essais lourds, c'est-à-dire des essais sur une douzaine de véhicules. En fait, 6 véhicules ont été testés avant le produit à 2000 km et à 10 000. Et les 6 autres n'ont été testés qu'à 2000 km. Donc une série statistique de véhicules et avec un certain nombre d'essais que M. Delcet pourra détailler. Nous avons donc, à cet égard conseillé à Technologie A9 de se rapprocher de l'INRETS pour la méthodologie de ces essais. Et nous avons eu de très longues discussions à trois entre Technologie A9, l'Agence pour la qualité de l'air, et l'INRETS pour mettre au point une procédure d'essai qui soit irréfutable par les tiers. Bien, alors, l'étape suivante, ce sont donc les essais que vous venez d'évoquer qui ont été réalisés par l'INRETS. Monsieur Deslay, je ne vais pas vous demander de nous en détailler les résultats. On a vu les résultats principaux cités dans le film concernant la diminution des gaz polluants et aussi les économies de toute nature qui sont réalisées grâce à ces deux produits. Ce que je voudrais vous demander d'une façon plus globale, c'est dans l'hypothèse où les produits Technologie A9 seraient généralisés, leur emploi serait généralisé sur l'ensemble du parc automobile français, est-ce que vous pouvez évaluer la diminution de pollution atmosphérique qui en serait la conséquence? Tout à fait.
À partir des résultats que nous avons obtenus sur 12 véhicules et que l'on peut considérer comme représentatifs du parc, eh bien, si tout le parc français actuel utilisait ce produit, la réduction de pollution par l'oxyde de carbone serait de l'ordre de 30 à 35%, ce qui est extrêmement important, puisque dans les années passées, les constructeurs se battaient pour réduire de 5, 10, 15% les émissions d'oxyde de carbone. Et comme cela a été rappelé au début de la présentation, pour aller plus loin, eh bien, on est obligé sur les véhicules futurs qui seront mis en service, mis en vente à la fin de l'année, de mettre des systèmes catalytiques extrêmement chers, alors bien entendu, qui permettront de réduire très fortement la pollution par l'oxyde de carbone, mais pour un coût financier et technologique extrêmement élevé. Et le produit qui est présenté aujourd'hui permettrait, je dirais presque de façon immédiate, de réduire de 30% les émissions d'oxyde de carbone, ce qui est extrêmement positif. Bon, alors vous nous confirmez là donc le caractère extrêmement spectaculaire, on peut le dire, de ces deux produits qui ont des qualités tout à fait nouvelles. Monsieur Lacroix, Jean-Bernard Lacroix, vous êtes le directeur général de Technologie A9. Est-ce que vous pouvez nous situer, j'imagine que bien sûr aussitôt vous avez essayé d'évaluer le marché que ça représentait, est-ce que vous pouvez nous en donner une idée de ce marché? Bien sûr, nous sommes en face d'un marché qui est très important. L'huile moteur est un produit de nécessité. Chaque utilisateur est obligé de mettre de l'huile dans son moteur et de renouveler son huile régulièrement. Donc en fait, on se retrouve avec un marché en volume très important, malgré les efforts qui ont été faits par les constructeurs pour améliorer la technicité des moteurs, donc diminuer la consommation de l'huile, malgré les efforts au niveau des huiliers pour améliorer la qualité des huiles, donc qui durent plus longtemps et qui permettent d'espacer le temps entre deux vidanges. Nous sommes quand même aujourd'hui face à un marché en France de 400 000 tonnes, en Europe de 2 millions de tonnes, et sur le monde entier, nous sommes sur un marché qu'on peut évaluer entre 8 et 10 millions de tonnes. Bon, alors c'est un marché énorme. Alors à ce moment-là, j'imagine que c'est peut-être plutôt à Guillaume Biraud qu'il faut poser la question, au président de Technologie SA, devant la réalité des qualités intrinsèques des produits, devant l'ampleur colossale du marché que Jean-Bernard Lacroix vient de décrire, à ce moment-là, on peut se dire pourquoi avez-vous décidé de fabriquer vous-même et de commercialiser vous-même ce produit? Après tout, vous auriez pu à ce moment-là le vendre à un grand groupe pétrolier que ça va sûrement intéresser. C'est pas le choix que vous avez fait. Sans doute, sans doute. D'ailleurs, c'est non seulement une interrogation qui m'a été faite, mais ça m'a été souvent donné sous forme de conseil. Néanmoins, tout le monde ici sait fort bien qu'un produit qui n'a pas reçu un commencement d'exploitation industrielle et commerciale est considéré absolument comme inexistant. En conséquence de quoi, j'ai reçu des offres. J'ai reçu des offres qui couvraient à peine les 3 années de recherche et de référencement scientifique, et en conséquence de quoi nous avons décidé, devant l'ampleur de ce marché et aussi devant le fait qu'en dépit de tout ce que l'on peut dire à droite et à gauche sur les difficultés pour une PMI de se lancer dans un domaine qui n'est pas le sien, nous avons reçu effectivement un accueil quand même, comme vous l'avez pu le voir, extérieur, qui nous a encouragés effectivement à décider cette commercialisation par nos propres soins. Alors, effectivement, nous ne sommes inféodés à aucun groupe, ni financier, ni industriel. Alors aujourd'hui, donc, ce choix étant fait, vous avez une capacité de production importante, on va le voir, et je voudrais demander justement à Robert Durand, qui dirige l'usine de production, de nous confirmer que vous êtes bien en mesure de répondre à la demande telle que M. Lacroix l'a définie, c'est-à-dire un marché qui est tout de même très très important. Est-ce que vous avez dès aujourd'hui des capacités de production suffisantes pour répondre à la demande du marché? Eh bien oui, nous sommes en fait, si vous voulez, une société de Lille. Nous sommes le partenaire à ce titre de Technologie A9, puisque c'est nous qui formulons les huiles, qui les conditionnons également. Et c'est notre fonction et, je dirais, notre activité principale de fabriquer, de formuler des huiles. Et nous avons une capacité actuelle de 30 000 tonnes de fabrication d'huile. Et nous avons les moyens matériels et la volonté d'augmenter lorsque le besoin se fera sentir, lorsque ce sera nécessaire. Et vous aurez les moyens à ce moment-là de faire face à un accroissement de la demande.
Nous sommes aux portes de Lille, situés sur un terrain de 6 hectares, avec une usine qui couvre actuellement 15 000 m² couverts, plus les installations extérieures. Nous avons des possibilités d'extension. Bien, deux dernières questions avant de vous céder la parole, parce que je pense que vous avez sans doute des points à éclaircir. Deux dernières questions à Jean-Bernard Lacroix. D'abord, expliquez-nous pourquoi vous avez décidé de commercialiser ce produit. En fait, à la base, il y a un seul produit sous la forme de 2 produits, une huile et un traitement permanent. Pourquoi 2 produits? Parce qu'en fait, nos produits, nous les avons considérés comme des produits d'intérêt public et nous avons cherché à répondre au maximum à la demande et aux attentes des utilisateurs. Donc l'huile moteur permet à tout le monde d'accéder aux performances écologiques et moteurs du produit. Notre huile moteur est vendue à un prix comparable aux autres huiles haut de gamme et les effets sont obtenus pendant toute la durée d'utilisation de l'huile. Et pour tous les consommateurs qui souhaitent conserver leur marque habituelle d'huile, nous proposons un traitement moteur éco, qui lui dure 50 000 km, qui n'est pas du tout un surcoût parce qu'en fait, compte tenu des économies réalisées, il s'autofinance en quelques milliers de kilomètres. Et puis une dernière question, et là, vous me pardonnerez de vous la poser d'une façon aussi brutale. Le verre est à la mode. Est-ce qu'on ne peut pas vous faire le reproche, est-ce qu'on ne va pas vous faire le reproche de prendre en route un train à la mode, celui de l'écologie, en proposant, en vous mettant vous aussi dans le marketing vert? Non, en tant qu'homme de marketing, je n'ai pas eu besoin d'inventer en fait un marketing vert parce que le produit, du fait de ses qualités, est déjà vert au départ. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de la communication, de la publicité que nous allons faire sur le produit, nous allons effectivement présenter les qualités du produit. Donc nous allons expliquer que nous protégeons la nature, mais nous protégeons aussi la voiture et nous apportons des performances moteurs et une prolongation de vie très importante. Bien, je pense que je les mets à votre disposition. La parole est à vous. Il y a un micro qui est à votre disposition ici. Si vous avez des questions, c'est maintenant qu'il faut les poser. Dans un usage urbain, tous les essais étant faits et contrôlés sur banc à rouleau, comme vous avez vu dans le film. Cycle donc urbain, le CO15, cycle urbain que l'on appelle cycle modem, cycle routier et cycle autoroutier, toujours fait sur banc à rouleau. Toutes les conditions paramétriques étant contrôlées en émissions de polluants, en consommation de carburant, en température d'essai, etc. Est-ce que ça répond à votre question, monsieur? Durée d'essai de 200 000, 320 000 km, ce qui ne rime à rien, étant donné que dans une condition normale, aucun véhicule ne fait 320 000 km sans changement de pièces mécaniques. Mais là, votre durée d'essai n'est même pas la durée entre 2 vidanges normales. Vous n'avez pas dépassé le niveau d'une vidange. L'objectif n'était pas, dans les essais que nous avons faits, de faire des essais de fiabilité mécanique dans le temps. Effectivement, si vous voulez faire des essais de 150 000, 200 000 km d'essais, les constructeurs, effectivement, ont dit, mais pour que ce produit montre véritablement son efficacité, il faudrait les tester sur 10 véhicules, chacun pendant 150 000 ou 200 000 km, faire des essais sur banc moteur pendant 200 heures à haut régime. Mais si on attaque comme ça les essais, on n'en sort jamais. Et c'est un peu le dilemme qui se pose aux PMI, PME qui ont des systèmes, des produits qui peuvent permettre d'améliorer la qualité des carburants, la qualité des émissions. Si on met des critères d'essai trop durs, eh bien, il n'y a aucune amélioration possible. Alors, parallèlement, il y a eu un certain nombre d'essais faits avant les essais que nous avons menés à l'INRETS, et un certain nombre ont été rappelés, des essais faits sur 50 000, 100 000 km par différents utilisateurs sans aucun problème mécanique. Donc, a priori, et M. Olivier Hertz l'a rappelé, nous avions pour tâche de valider les essais et les mesures au niveau des émissions de polluants et pour voir s'il n'y avait pas aussi une détérioration des performances de consommation, d'accélération ou autre. Nous avons constaté, en plus des émissions de polluants qui étaient baissées très fortement pour l'oxyde de carbone, qu'il n'y avait pas de détérioration des performances et qu'au contraire, sur le plan de la consommation,
on avait un gain substantiel et mesurable en usage urbain, qui était entre 2 et 4% de consommation. En usage urbain, bien entendu, sur autoroute, on n'a aucun gain de consommation, parce que la réduction des frottements devient un paramètre extrêmement peu sensible sur autoroute, alors qu'en usage urbain, où vous êtes en faible charge, faible régime, les frottements ont une part très importante dans la consommation. Donc, gain en consommation en usage urbain, et surtout, sur le plan mécanique, accroissement et équilibrage des taux de compression dans les cylindres. Ça, c'est un point extrêmement positif également, qui n'intervient pas dans les mesures réglementaires, si l'on peut dire, mais que nous avons pu mesurer de façon efficace sur les 12 véhicules. Finalement, la technologie A9 dans l'huile Lubeco est une additivation complémentaire, purement et simplement. C'est-à-dire que l'huile qui est fabriquée par M. Durand est une huile qui a subi tous les tests auxquels vous faites allusion. Conseillez-vous, dès qu'on utilise l'huile Lubeco, de continuer à son utilisation? Est-ce que l'on peut, comme il y a eu un précédent avec Antar, l'ammonique graphique, etc., est-ce que l'on peut mettre une autre huile, ou alors il faut toujours continuer dans la gamme? Non, absolument pas. Vous pouvez changer d'huile à tout moment après avoir utilisé l'huile Lubeco, puisqu'il s'agit d'un film rémanent extrêmement résistant qui se poursuivra dans l'huile suivante. Vaut mieux éviter évidemment de prendre une huile qui comporte des graphites ou des choses comme ça, mais vous savez que même les huiles qui sont actuellement dans le commerce, qui en font état dans leur publicité, en mettent des traces pratiquement imperceptibles. Parfaitement compatible, on vient de vous le dire à l'instant, nous ne transformons pas les huiles. Nous laissons simplement des résines qui donnent un film rémanent qui se pose sur les parties en friction, parties métalliques portées à la température. Il est évident que les températures ne pourront que satisfaire à la résistance du film, puisque plus la température est élevée, plus il est résistant. D'autre part, les températures dans des paliers de turbo ne dépassent pas, à ma connaissance, les 500 degrés. Alors de ce fait, une incompatibilité avec les huiles, même si on l'ajoute à des huiles turbo, même si on l'emploie comme huile turbo. Ça m'étonne beaucoup parce que normalement votre résine est à base de téflon, appelons-le comme ça, PTFE, et normalement le téflon est censé se décomposer à partir de 270 degrés. Ce que vous dites est parfaitement exact, mais vous avez oublié de préciser quelque chose. C'est que vous employez dans le mot téflon un petit peu la même erreur que nous faisons dans les matières plastiques. Je vous rappellerai que l'eau d'Évian, pour ne pas citer une marque particulièrement, est contenue dans des bouteilles en plastique, et que la tuyère d'Ariane est aussi en plastique. Eh bien là, c'est pareil, dans les téflons, il faut faire des sélections, monsieur. Il ne faut pas vous noyer tout à la masse. Et là, il faudra rentrer dans certains détails chimiques. Et de ce fait, pour répondre. Alors, je vous dis tout de suite que le produit que nous employons n'est pas un téflon pur, bien sûr. Il y en a dedans, mais il y en a très peu, car ce n'est pas ça l'essentiel. Et de ce fait, la destruction du téflon auquel vous faites allusion est un téflon de basse gamme. Vous fournissez chez Dupont de Nemours? Je vous demande pardon, monsieur, mais il y a beaucoup plus de fabricants dans le monde que Dupont de Nemours. Dupont de Nemours n'a hérité de cela qu'à la guerre de 40, puisque je vous rappelle que c'est ce qui a permis à la Luftwaffe de pouvoir voler, puisque vous savez que jusqu'en 1938, la Luftwaffe ne pouvait pas monter en altitude par manque de tétraéthyle de plomb. Et de ce fait, ils ont échangé leur découverte qu'ils avaient fait en 1934 gratuitement avec l'Amérique, au bénéfice de Dupont de Nemours, pour récupérer, eux, la fabrication du tétraéthyle de plomb. Surveillance technique des moteurs, ex-Institut français du pétrole, 10 ans chargé de cours, lubrifiant. Je suis connu chez vous, monsieur Biraud, par monsieur Sadoul particulièrement, qui est venu me voir. Par ailleurs, j'apporte un témoignage en ce qui concerne la qualité que l'on peut attendre de la fabrication du produit, car M. Durand se souvient peut-être de moi, mais son responsable de fabrication est un de mes meilleurs. J'aurais voulu vous poser une question. Est-ce que vos essais ont été menés sur moteur à essence ou sur moteur à combustion interne? Les essais ont été menés sur véhicules à motorisation essence. Bien, merci. Fort de cette réponse, je me permets une autre question. Vous savez que les résidus de combustion dans un moteur diesel transforment
assez radicalement les effets de la lubrification en haut de cylindre. À ce sujet, je me tourne vers M. Guy Biraud, et c'est quelque chose que j'aurai, j'espère, l'occasion de vérifier facilement, car je fais en permanence 250 à 300 analyses par jour de lubrifiants en service. Donc, je vais rencontrer le produit en service très rapidement, j'espère pour vous, et à ce moment-là, je me permettrai d'apporter certaines éventuellement critiques, mais ce sera toujours des critiques objectives d'une part, et j'espère constructives. Je voulais simplement dire, est-ce que dans la définition relativement vague, et vous avez raison de demeurer vague, car en plus ça ne regarde que vous en matière de composition de produits, il y a quand même une petite confusion, si vous permettez, monsieur Guillaume Biraud. Alors je reviens à vous, monsieur Guy Biraud, et pour dire ceci, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de transformation trop importante, ce que nous constatons avec des produits de toute origine, même à lubrifiant solide? Actuellement, il y en a un qui a une certaine vedette. Il y a d'autres produits d'addition qui font l'objet d'une grande publicité et qui ne sont pas non plus très efficaces en matière de protection des surfaces. Donc c'est ça qui nous importe, nous qui faisons du suivi de moteurs en service et du contrôle. Mot contrôle étant un peu fort, mot que j'avais banni de mon vocabulaire pendant 20 ans, mais que j'emploie maintenant. Donc, si vous voulez, est-ce que vous pensez que la protection des surfaces, surtout au niveau de la couronne de piston, dans un moteur à combustion interne, est vraiment efficace avec l'additivation, enfin avec l'utilisation de votre huile pleine ou de votre additif? Ça marchait, ça serait bien. Mais je répondrai à cela que vous avez parlé de transformation. Je ne serais pas d'accord avec Lavoisier si je vous disais que rien ne se crée, rien ne se transforme. C'est une erreur. Tout se transforme, vous avez raison. Par contre, je pense que vous avez voulu préciser le fait d'avoir un film qui permettrait d'augmenter les taux de compression ou choses comme cela. Or, ce n'est pas ça qui se produit du tout. Nous avons dans le... Pas du tout augmenter le taux de compression, excusez-moi. Non, le seul souci dans un moteur à combustion, c'est de protéger la couronne de piston et le segment de feu. Au-delà, tout se passe sans... les conséquences partent de là. Par conséquent, le reste suit sans problème. Ça y est, ça vient. Actuellement, la protection ne se fait que par la parfaite combustion. Car dans un cylindre, vous le savez mieux que moi, quand la combustion est parfaite, nous avons un minimum de destruction. Si la combustion n'est pas parfaite, nous avons un maximum de destruction. Et les moteurs à injection essence sont là pour le démontrer. Lorsque vous avez un injecteur qui s'encrasse et qui ne pulvérise plus suffisamment, vous avez là une détérioration des segments de feu et des hauts de piston, exactement. Et si nous pouvons avoir la possibilité d'avoir une combustion parfaite dans un cylindre, vous courez un minimum de risque dans la destruction. Je n'ai pas dit qu'on n'en avait pas, puisque les moteurs s'usent à cause de la destruction. Et non à la fois, dans ce sens que si le lubrifiant n'est pas de haute performance, je ne vois pas très bien comment ce qui permet d'avoir l'étanchéité, qui permettra la compression suffisante pour avoir une combustion non déstabilisée, pourra remplir son rôle. Puisqu'actuellement, vous savez que dans les moteurs, mieux que moi, il y a deux éléments assez contradictoires, surtout dans le piston. C'est que vous avez un piston en alliage, donc métal mou, et vous avez un segment de feu qui est bien souvent chromé dans l'eau jour, et vous avez donc un métal dur sur un mou. C'est pas autre chose qu'un frein, ça. Et si vous avez un film d'huile qui flue pour une raison ou pour une autre, sans constater les détails, il est évident que vous aurez un blocage d'un système sur l'autre et le segment, qui est un appareil qui doit servir de joint et d'étanchéité, ne remplit plus son rôle. Et de ce fait, vous déstabilisez la stéchométrie de la chambre à combustion. Merci, mais nous ne sommes pas là pour faire un cours sur le... Merci beaucoup. Si vous voulez, vous pourrez continuer peut-être ce débat très technique en aparté. Il y a beaucoup de questions. Nous achetons nos huiles de base. Comme vous savez, les huiles lubrifiantes sont faites à partir d'une part d'huile de base et d'autre part d'additifs. Les additifs étant achetés, je dirais, aux principaux fabricants d'additifs qui sont des internationaux et on peut les compter sur les deux doigts de la main. Donc ils sont relativement restreints. Quant aux huiles de base, eh bien, ils proviennent évidemment des pétroliers qui sont les seuls fabricants d'huile de base. Enfin, les pétroliers, pas tous, puisque actuellement, par exemple, le Elf n'est pas fabricant, il le sera prochainement. Donc, ils viennent des raffineries spécialisées dans la fabrication d'huile de base, qui sont les pétroliers que tout le monde connaît. Nous achetons sur le marché français et sur le marché, bien sûr, de Rotterdam.
Virérol Largus de l'automobile. Si les résultats que vous avancez sont vrais, comment se fait-il que vous n'ayez pas déjà vendu toute votre cargaison chez les constructeurs automobiles qui devraient en premier lieu utiliser ce lubrifiant ou ce traitement en première monte? En fait, nous n'avons pas souhaité, au niveau de notre politique, nous associer à un constructeur donné. En fait, notre produit convient à tout type de moteur, quelle que soit sa marque. D'accord, bon, je suis bien d'accord. Cela dit, les constructeurs sont à la recherche du moindre demi% en matière d'émissions de CO. Donc vous prétendez d'emblée à gagner 35% au ralenti, ce qui est énorme. Donc je ne connais pas de constructeur qui aujourd'hui ne soit pas intéressé par un produit comme ça pour ces voitures de moins de 2 litres, enfin de moins de 1400 cm3 en tout cas. Donc quelles sont vos relations avec les constructeurs? Est-ce que c'est des produits appelés à être en première monte ou pas? Ou est-ce que vous visez uniquement le marché de la rechange? Je peux aider à répondre partiellement à votre question. Tout d'abord, en ce qui concerne les contraintes auxquelles sont soumis les constructeurs pour les années qui viennent, compte tenu de l'évolution réglementaire qui a été mise en place, tous les véhicules fabriqués à partir de la fin de l'année 92 seront tous équipés de catalyseurs, y compris les véhicules inférieurs à 1400 cm3. Maintenant, la réglementation est la même, quelle que soit la cylindrée des véhicules. Donc, pour les véhicules neufs qui vont venir, ça n'est plus une réduction de 20 ou 30% qui est nécessaire. C'est une réduction beaucoup plus forte. Mais le produit, dans son application de réduction de pollution, s'applique à tous les véhicules non munis de catalyseurs et qui sont encore fabriqués et vendus actuellement en Europe et en France. Si vous achetez un véhicule 106 de Peugeot, eh bien, ce véhicule bas de gamme n'a pas de catalyseur à ma connaissance. Donc, même pour une partie très importante des véhicules vendus en 92, fabriqués en 92, le produit technologie en off s'applique et apporte un gain d'émissions d'oxyde de carbone. L'intérêt du produit, c'est, dans un premier temps, ce qui est visé, le parc existant. Le parc existant et le parc des voitures même vendues en 92. La durée de vie d'une voiture, c'est de l'ordre de 10 à 12 ans. Les voitures vendues en 1992 rouleront encore en l'an 2002. C'est ça qui est visé dans un premier temps. Bien entendu, le produit technologie en off a peut-être aussi un intérêt sur les véhicules équipés de catalyseurs. Mais là, l'INRETS n'a pas fait d'essai, donc nous ne pouvons pas répondre. Mais nous sommes à même de faire des essais sur des véhicules munis de catalyseurs éventuellement. Mais nous n'en avons pas fait, donc nous n'avançons aucun résultat dans ce domaine-là. Oui. Vous avez étudié cette question, Guillaume Justement, j'allais intervenir à ce sujet-là. Nous avons déjà décidé de faire un second programme d'essai qui va d'ailleurs être confié à l'INRETS, en particulier en ce qui concerne des tests relatifs à l'utilisation du pot catalytique et de la technologie A9 conjointe. A priori, nous avons fait, nous, des tests personnels qui nous ont montré que la technologie A9 est parfaitement compatible avec le pot catalytique. Non seulement compatible, mais elle est complètement complémentaire. En ce sens que le pot catalytique n'a finalement plus à dépolluer que le solde des gaz restants et donc à prolonger la vie du pot catalytique. Mais ceci sera approuvé au cours des tests officiels. Sauf erreur, l'usage du pot catalytique augmente légèrement la consommation. Exactement. Et votre produit la diminue. C'est le deuxième point que je voulais insister. Quel est votre investissement en termes de temps et en termes d'argent en recherche et développement pour ce produit? J'ai cru comprendre tout à l'heure que vous avez travaillé 3 ans dessus. Nous avons travaillé 3 ans et demi sur cette technologie pour la mettre au point, la contrôler, faire nos propres essais d'abord, ensuite la faire tester par des laboratoires officiels et différents d'ailleurs laboratoires des administrations qui en étaient en possession. En termes de timing, ça a représenté en effet 3 ans et demi et des valeurs d'investissement que tout le monde ici est capable facilement d'évaluer. C'est même pas la peine que je donne un chiffre, c'est assez connu. J'ajoute que nous ne sommes pas ni un groupe pétrolier, ni une multinationale, que nous sommes une PMI, avec les moyens d'une PMI, mais aussi avec le dynamisme et l'imagination d'une PMI. Oui, Monsieur Bureau, est-ce que vous avez effectué des
des essais sur des moteurs autres que des moteurs de voiture, je pense, au bateau. Tout à fait. Nous avons, d'ailleurs, c'était une des références qui est passée très rapidement dans la vidéo de tout à l'heure. Nous avons effectué des essais sur des gros moteurs bateaux, des bateaux de croisière. Actuellement, nous avons des tests sur des moteurs de plus de 1000 chevaux qui sont en cours, qui sont réalisés sous le contrôle de notre directeur du développement, qui est Denis Sadoul, qui doit être quelque part. Faire des essais très intéressants sur des bateaux de croisière sur le Rhin. Ce sont des bateaux qui ont des moteurs Pilstick et Deutz de 4 à 500, 600 chevaux. Et ils ont constaté des réductions de consommation d'huile tout à fait considérables. Ils étaient environ à 10 litres d'huile sur une quinzaine d'heures et ils sont tombés à pratiquement rien. Réduction de consommation de carburant aussi sur ces bateaux qui n'ont pas été complètement quantifiés mais qui sont très sensibles. Donc ça, c'est des très gros moteurs. Sur des moteurs de poids lourds, c'est la même chose. On a aussi des réductions de consommation d'un point de vue important. Est-ce que vous avez fait les mêmes tests avec Lubeco? Avec les deux produits? Ou est-ce que les tests ont essentiellement été faits avec Motoreco? Je dois dire à ce sujet-là, pour ne pas qu'il y ait de confusion, que l'ensemble des tests que nous avons réalisés ont été réalisés sur la technologie A9 et non pas sur une marque de produit actuellement commercialisée, que ce soit Lubeco ou que ce soit Motoreco. Les bases d'huile sont strictement identiques, ce sont des huiles normalisées du commerce haut de gamme, comme on vous l'a dit tout à l'heure, auxquelles nous ne touchons absolument pas, c'est M. Durand qui les fabrique. Et nous sommes en fait une additivation, je le répète, complémentaire aux actuelles additivations qui sont déjà dans les huiles du commerce et qui font partie des normes. Il n'y a plus de questions, je voudrais simplement vous préciser que dans le dossier de presse qu'on va vous remettre ou qu'on vous a déjà remis pour certains, vous trouverez évidemment les comptes rendus très complets de tous les essais qui ont été évoqués ici. Vous trouverez également un certain nombre de numéros de téléphone qui vous permettront d'obtenir très facilement les précisions que vous auriez omis de demander aujourd'hui. Et c'est l'avantage d'une PME, c'est qu'on peut très facilement obtenir au téléphone l'interlocuteur qualifié dont on a besoin. Et puis vous, c'est pas du tout accessoire, vous allez également, en repartant, on vous remettra les produits technologie A9 pour que vous puissiez vous-même les tester sur votre automobile et vous faire une idée précise de leur efficacité. Vous ne pourrez peut-être pas mesurer le taux de pollution, mais en ce qui concerne au moins les économies annoncées en consommation d'huile et de carburant, vous pourrez peut-être là au moins les expérimenter. Voilà, j'ajoute qu'aussi un buffet vous attend juste derrière cette salle. Merci à tous et à bientôt. Merci infiniment. Peut-être, mais oui, c'est autre chose. Ça, c'est de la stratégie industrielle. J'en fais dans d'autres camps, mais pas maintenant. Vous voyez. Bien sûr, lui, il est en cuisine ou Oh, tu sais,